Je m'en souviens. Avec Gilles Proulx. Cette fois, chers amis, j'aimerais vous éloigner un peu de tous ces sujets dont j'ai traité qui nous ramènent à nos origines, surtout la Nouvelle-France, et m'attarder sur un épisode de la Deuxième Grande Guerre mondiale, dont Adolf Hitler est le signataire d'un bilan de 50 millions de morts. Je suis convaincu, mes chers amis, que bon nombre parmi vous allez entendre parler pour la première fois du sujet. Saviez-vous que les Allemands nous ont fait la guerre dans le golfe du Saint-Laurent, dans le fleuve, sont venus faire un tour, dans la baie des Chaleurs? Que le Canada, pendant le conflit, s'est vu confier 35 000 prisonniers de guerre allemands et que parmi eux, il y avait d'importants officiers de commandement des officiers supérieurs. Est-ce qu'on vous a déjà raconté l'histoire de l'espion descendu d'un sous-marin allemand au village de New Carlisle, en Gaspésie, et de l'opération Kibitz pour contrer une audacieuse évasion d'officiers allemands? Alors, c'est en prenant connaissance du livre « La bataille du Saint-Laurent » d'un ancien combattant canadien, Jacques Castonguay, que je me suis attardé justement sur ce sujet passionnant pour vous le présenter. Mais qu'appelle-t-on la bataille du Saint-Laurent? Quand est-ce qu'elle a eu lieu? Pourquoi? Que faisaient les sous-marins allemands, les U-boats, chez nous? Quelle était leur principale mission? Alors, c'est une question qui a été formulée à nombre de gens, des historiens, des auteurs, etc. Ils voulaient s'approvisionner chez nous, ils voulaient aussi que nous nous rallions à eux, puisqu'il y avait un mouvement qui s'appelait le Bloc populaire d'André Laurando à l'époque. Michel Chartrand faisait partie, Jean Drapeau, entre autres, qui combattait l'idée de la participation des Canadiens français à la guerre. Alors, les U-boats avaient donc pour mission principale de couler tout navire participant au ravitaillement de l'Angleterre. Ils vont s'acquitter très bien de leur tâche dans nos eaux. De mai à octobre 1942, ils ont torpillé 21 bateaux, vont causer plus de 250 morts et encore plus de naufragés. Les U-boats osèrent s'aventurer dans le fleuve jusqu'à la hauteur de Rimouski pour attaquer, imaginez-vous. Et le 8 septembre 1942, le sous-marin U-517 visa le navire marchand Medcliff Hall. Mais sa torpille va rater sa cible et percuter le cap du village de Saint-Yvon. On est au nord-ouest de Gaspé. Plus de peur que de mal chez les villageois que des vitres fracassées, par exemple. Mais quand même, imaginez-vous, ces bateaux allemands étaient à nos orteils. L'incident a fait aucun blessé, mais a inquiété la population côtière. Disons que le village de Saint-Yvon a joué de chance considérant toutes les attaques meurtrières perpétrées dans le golfe du Saint-Laurent. Ce qu'on appelle la bataille du Saint-Laurent avait vraiment commencé 4 mois plus tôt, pas loin du village de Saint-Yvon, à la hauteur de Cloridorme. Dans la nuit du 11 au 12 mai 1942, un U-boat 533 lance la première torpille. Il coule le navire marchand Nicoya, parti de Montréal pour l'Angleterre. 6 marins perdent la vie, 81 plus chanceux sont rescapés par des Gaspésiens. Quelques heures plus tard, le submersible récidive en coulant le Leto. 12 membres d'équipage sur 43 sont tués. Puis, il lance ses dernières torpilles sur 2 bateaux, mais il va les rater de justesse. Il doit alors retourner en haute mer pour aller s'armer de nouveau, probablement auprès d'un plus gros submersible qui est au large. On les appelait les vaches à lait, ces gros bateaux, ou ces gros sous-marins, ces submersibles aussi, qui aidaient les petits sous-marins de poche qui étaient les U-boats. Alors, la fonction était de ravitailler les submersibles offensifs.
Ils seront 12 U-boats en eau canadienne. 6 vont infliger des pertes aux navires de mai à octobre 1942. Comme les habitants de la côte sont les premiers témoins de ce qui se passe dans le fleuve, ils réclament donc la protection d'Ottawa. Ils s'inquiètent de l'apparente inertie des forces armées canadiennes, dénoncent l'incompétence du gouvernement fédéral de Mackenzie King. Celui-ci affirme avoir la situation en main et connaître tout ce qui se passe. Mais il limite les communications avec la population sous prétexte que l'ennemi est à l'écoute. D'ailleurs, on avait passé la première loi de la censure destinée à la radio à cette époque. Un climat malsain qui engendre d'ailleurs les plus folles rumeurs. Une peur, quoi. Une anarchie. Certains prétendent avoir vu des Allemands faire leurs emplettes au village, pendant que d'autres sont convaincus que l'ennemi prépare un débarquement. Et dans ce contexte de peur, comment vont réagir les hommes politiques du Québec? Est-ce qu'on va réussir à calmer les inquiétudes de la population côtière? Alors, on avait bien raison, dans le fond, de s'exciter. Et afin d'assurer une meilleure défense aux navires marchands, on va les regrouper en convois. Ils seront en compagnie de navires de guerre pour la protection de défense, des bateaux d'escorte, quoi. Ça limitera les dommages, il n'y a pas de doute, mais ça n'empêchera pas quand même les redoutables loups gris, comme on les appelait, ces U-boats, on les appelait les loups gris, et les sous-marins allemands vont continuer à frapper. Par exemple, en juillet 1942, au large de Cap-Chat, le U-132 envoie par le fond, en moins de 15 minutes, 3 des 11 navires d'un convoi parti de Québec pour le port de Sydney à l'île du Cap-Breton, d'où il devait partir plus tard vers le Royaume-Uni. Le dragueur de mine Drummondville va même foncer sur le sous-marin et tenter de l'éperonner. Mais il réussira à plonger et va s'échapper de justesse. Mentionnons que le dragueur de mine Drummondville va escorter jusqu'en 1945 22 convois, dont 12 vont être attaqués. Comme quoi les loups gris n'avaient peur de rien, quoi. On pourrait croire que l'interdiction aux transatlantiques de circuler dans le fleuve Saint-Laurent à partir du 9 septembre 1942 à cause des U-boats fut une victoire pour les Allemands. Mais pas tout à fait, puisqu'on a tout simplement remplacé les navires par les trains pour faire le transport des marchandises jusqu'à Halifax, en Nouvelle-Écosse, devenu le quartier général pour le transport maritime vers l'Angleterre. Mais comme nous verrons, les U-boats ne cesseront pas pour autant toutes leurs activités d'harcèlement et de frappe. Et à ce propos, Winston Churchill va déclarer à la fin du conflit mondial « La seule chose qui l'effraya vraiment, pendant la guerre, ça a été le péril sous-marin, l'œuvre de ces loups gris. » Alors, ce n'est qu'en conjuguant les forces aériennes et maritimes, après avoir réussi à décoder le système de cryptage Enigma, il y a eu un film récemment là-dessus, qui décodait les messages radio de l'ennemi, et avoir perfectionné les appareils de détection, comme le radar en surface et le sonar sous l'eau, qu'on va enfin pouvoir parler de la défaite des sous-marins allemands. Mais les loups gris demeureront une menace constante dans l'Atlantique jusqu'à la fin de la guerre. Et au Canada, ce n'est que le 16 avril 1945, quelques semaines avant la fin de la guerre, que prendra fin la bataille du Saint-Laurent. On peut d'ailleurs trouver en bibliothèque un documentaire en DVD d'Alain Vézina à ce sujet, dont le titre est « La dernière mission du U-190 ». C'est sûr qu'à la fin de la guerre et la bataille du Saint-Laurent, comme je l'ai appelé tout à l'heure, ce n'était qu'un petit chapitre de la bataille de l'Atlantique qui va durer pendant toute la guerre, qui a été un facteur dominant pour la victoire alliée. L'Allemagne a été capable de couper les vivres aux Alliés et à établir un blocus du Royaume-Uni, mais entre 1939 et 1945, sa flotte de sous-marins causa la perte de 3000 navires quand même. Donc, si l'Angleterre sort vainqueur, on peut dire que la marine et les sous-marins allemands ont fait tout un ravage. De son côté, la force sous-marine allemande
commandé par l'amiral Karl Dönitz, qui va remplacer Hitler, va subir de lourdes pertes. Sur ces cannes ayant servi à bord de ces U-boats, 30 000 sont morts au combat et 5 000 plus chanceux, façon de parler, vont être faits prisonniers. Des 1100 U-boats actifs, 780 ont été coulés. Alors, ça allait bien pour le fleuve Saint-Laurent, mais quand la marine anglaise se réorganise et passe à l'attaque, on voit qu'on fait un tort considérable à la flotte allemande. Enfin, concernant plus particulièrement la côte, où les forces armées canadiennes, marine infanterie aviation et marine marchande, ont joué un rôle dans cette bataille du Saint-Laurent, on peut parler de défaite ou de victoire. James Excess, dans son livre « Victory in the St. Lawrence », parle, lui, de victoire, mais d'une victoire en faveur des Allemands. Il faut lire ça, ce livre. Mais si la situation principale des U-boats en eau canadienne était de couler tout navire marchand ou de guerre, ce n'était pas la seule mission. Il s'adonnait également à l'espionnage. Le 23 octobre 1943, le commandant du U-boat 537 s'acquittait de sa mission près de la côte du Labrador en débarquant avec ses hommes pour mettre en opération une station de météo automatisée ayant une autonomie de fonctionnement sur pile pour une dizaine de mois. Imaginez, le U-537 resta à peine une trentaine d'heures au Canada. Et ce n'est qu'en 1981, chers amis, qu'un historien de la Défense nationale va faire cette découverte dans ses écrits allemands. Et retrouvée dans la baie Martin au nord du Labrador, la station peinte en blanc pour se fondre dans le décor avait autour d'elle des indices qui laissaient croire qu'il s'agissait d'une propriété canadienne. C'était pour leurrer justement l'ennemi. Elle a été récupérée et on peut la voir maintenant au musée de guerre à Ottawa. Et c'est pas tout. Les Allemands ont été encore plus audacieux en débarquant des espions ou agents de renseignement au Canada. Combien est-ce qu'il y en a eu? On ne le sait pas, mais on en a connu 2. On parle d'abord de Alfred Waldemar von Janowski, mieux connu comme l'espion de New Carlisle. C'était un James Bond, si on veut, de l'époque. Il était un lieutenant de la flotte allemande dont le nom de code était Bobby. Il débarque du sous-marin U-518 tout près de New Carlisle vers 5 heures du matin, le 9 novembre 1942. Il devait prendre le premier train pour Montréal. Et en attendant, il s'arrête à l'hôtel du village pour prendre un bon bain et un repas copieux. L'homme était dans la trentaine, portait un complet européen. Il était plutôt nerveux quand même quand l'hôtelier lui a demandé d'où il venait. Alors, c'était toute une question, ça tout d'un coup, il s'y attendait pas. Et c'est de toute cette évidence, un étranger, il parlait anglais avec un accent, alors il va éveiller les soupçons. Son discours était incohérent, il était nerveux, il prétendait être arrivé par autobus. Or, il n'y avait pas d'autobus ce matin-là. Il va payer sa chambre avec une pièce de monnaie canadienne qui n'était plus en circulation au Canada. De plus, il va laisser traîner derrière lui une boîte d'allumettes belge, introuvable au Canada. Et un membre de la famille va remarquer en plus qu'il dégageait une forte odeur de diesel. Il sortait de son sous-marin. Alors, c'est tout à fait inhabituel de recevoir un touriste de la sorte, un visiteur à cette période de l'année. Alors, sachant que des sous-marins allemands avaient attaqué dans le Golfe, le propriétaire de l'hôtel, Earl Annett, va communiquer avec Alphonse Duchesneau de la Sûreté du Québec. Et après avoir pris son bain et son repas, l'espion Janowski va se faire conduire à la gare de Passebébiac, va monter dans le train à destination de Montréal, et on se demandait ce qui arrivait ensuite. Eh bien, par la suite, on a appris sa capture. Il a été interrogé par les autorités canadiennes, ramené à Montréal
pour travailler comme agent double, on va s'en servir, jusqu'à son retour chez lui après la guerre. Fait que c'est un gars qui pourrait se permettre d'écrire un livre fort intéressant quand même. Rappelons aussi l'histoire d'un autre espion allemand, son nom, Alfred Langbein. Il descend du U-Boat 213 le 13 mai 1942, près des côtes du Nouveau-Brunswick. Sa mission, lui, c'est faire du renseignement sur les mouvements de troupes, l'emplacement des usines, connaître les activités dans les ports. Il empoche 7 000 $ en billets américains. C'est de l'argent à l'époque. Mais il a aussi des faux papiers au nom de Alfred Haskins. Il se rend à Montréal, et là, malchanceux, il est presque aussitôt arrêté lors d'une descente dans un bordel. Il paie sa caution 50 $ avec la promesse de comparaître en cour le lendemain, puis saute dans le premier train vers Ottawa. Il s'installe à l'hôtel, mène la grosse vie pendant 2 ans et demi. Après avoir dépensé tout son argent, il est presque rendu à la fin de la guerre. Il se livre aux autorités canadiennes et leur dit où trouver son matériel de communication qu'il avait enterré sur le site à son arrivée. Après la guerre, il va retourner chez lui en Allemagne, retrouver son épouse qui l'attend toujours. Est-ce à dire que pendant toute la période où il a été au Canada, il n'a jamais, ne serait-ce que par lettres codées ou cartes postales, fourni de renseignements à ses supérieurs allemands? En tout cas, je pense qu'on peut avoir des doutes raisonnables. C'est peut-être un agent plus rusé et plus futé que les autres, celui-là. Maintenant, avant de poursuivre, je vous rappelle que pendant la guerre, des camps de prisonniers ont été ouverts au Canada. À ce sujet, je vous recommande le livre « Trop loin de Berlin » d'Yves Bernard et Caroline Bergeron. Ils nous apprennent que ces camps ont accueilli, entre autres, quelques 35 000 prisonniers allemands. L'Angleterre nous les envoyait à pleine porte, de crainte qu'ils soient libérés lors d'une attaque en Angleterre. Alors, c'est pourquoi on les envoyait au Canada, parce qu'en Angleterre, ils auraient pu se soulever, quoi. L'un de ces camps est celui de Bowmanville, on est en Ontario. Il était réservé aux officiers. Parmi eux, le redoutable commandant du U-Boat 99, surnommé l'As des profondeurs, ne doute le plus efficace, Otto Kretschmer, qui détenait le record de navires alliés coulés, soit 47, sur un total de 273 000 tonnes d'acier envoyées par le fond. Il aimait attaquer comme un loup, en arrivant sous l'eau, par derrière toujours, puis il remontait au milieu du convoi pour torpiller les bateaux avant de replonger aussitôt et disparaître dans les profondeurs. Mais il n'était pas invincible, ce gars-là. Le 17 mars 1941, il a dû se rendre lors d'une attaque d'un convoi au sud-est de l'Islande. Son submersible étant gravement endommagé par une grenade sous-marine, il a été forcé d'effectuer une remontée en vitesse et Otto Kretschmer sera envoyé au camp 30 de Bowmanville, en Ontario, réservé aux officiers allemands. Aussitôt arrivé, il ne rêve qu'à s'évader avec d'autres camarades et reprendre au plus vite la vie de commandement d'un U-Boat. Il élabore un audacieux plan d'évasion digne d'un film, qu'il réussit même à soumettre aux autorités allemandes dans des lettres codées, adressées à l'épouse d'un officier qui est secrétaire de Karl Dönitz, l'amiral responsable des forces allemandes de tous les sous-marins. Kretschmer ne demande rien de moins que l'envoi d'un sous-marin dans la baie des Chaleurs, près de la pointe de Maisonnette, un village au Nouveau-Brunswick, sur une pointe de terre en face de Caraquet. Entre-temps, 50 hommes vont se mettre à creuser un tunnel qui, achevé, fera près de 300 mètres de long, plus de 300 pieds, pensez-y. La terre qu'on retire du tunnel est répandue un peu partout dans le champ, même dans des endroits où il faudra
des mois de travail. Malchanceux, ils doivent abandonner la construction d'un premier tunnel parce qu'on a éloigné la clôture de barbelés et on doit tout reprendre à zéro. Incroyable. Keshmer continue de diriger les opérations. C'est lui qui a choisi le lieu de rendez-vous en fouillant un atlas d'étudiants. Il supervise également la fabrication à la main des papiers de pièces d'identité. Des prisonniers vont même fabriquer avec toutes sortes de pièces trouvées dans le camp un émetteur-transmetteur pour communiquer avec l'Allemagne. Ils apprennent grâce à cet appareil que le U-Boat 536 les prendra dans la baie des Chaleurs la nuit sans lune du 28 septembre 1942. Vous comprenez pourquoi la loi de la censure, maintenant, obligeait les animateurs à se taire et à ne pas transmettre de météo à la radio? Alors, tout va pour le mieux, sauf que les conspirateurs ignorent que les Alliés ont réussi à décoder son message, si bien qu'ils savent tout du plan d'évasion, de l'endroit et de l'heure du rendez-vous. Alors, on a bien l'intention de reprendre les fugitifs et de couler le U-Boat en même temps. Un contre-torpilleur et des corvettes vont intervenir au signal donné. Tout va mal pour les Allemands. Le tunnel va s'effondrer, il va être découvert. Le lieutenant de vaisseau Wolfgang Eda va réussir à sauter la clôture en glissant sur des fils électriques. Dans le camp, on va s'échanger des identités pour semer la confusion, retarder l'identification de l'évadé. Eda va se rendre au point de rendez-vous à la pointe de Maisonnette. Il se fait arrêter, trahi par des chocolats de la Croix-Rouge allemande. Le sous-marin, contraint de plonger à cause d'une aurore boréale, entend le bruit fait par les hélices du contre-torpilleur et il s'enfuit. Toujours est-il que c'est une histoire rocambolesque, mais soyez assurés que si ça s'était passé aux États-Unis, nous aurions droit à tout un film de guerre rempli d'action et de suspense avec une histoire de la sorte. Quant à Otto Kretschmer, il sera libéré en 1947, va retourner en Allemagne. De 1955 à sa retraite en 1970, il reprendra du service au sein de la marine allemande. Il meurt, ça fait pas longtemps, en 1998 à l'âge vénérable de 86 ans, après avoir été hospitalisé à la suite d'un accident pendant les vacances en Bavière. Alors, vous voyez que ce bonhomme-là a vraiment vécu l'aventure à la James Bond. Des évasions et puis bien d'autres faits passionnants sur les espions et les prisonniers allemands sont très illustrés dans le livre « Trop loin de Berlin » de Yves Bernard et Caroline Bergeron, que je vous encourage à vous procurer. Enfin, que retenir de ce récit, principalement que la bataille de l'Atlantique, dont celle du Saint-Laurent, a été un chapitre dont on n'a pas tellement parlé dans la Grande Guerre, pourtant un chapitre déterminant pour la victoire finale. Les Alliés ont réussi à traverser quelques 43 000 navires en convoi d'un côté à l'autre de l'Atlantique, malgré des efforts démentiels de destruction de ces sous-marins allemands, ces loups gris, comme on les appelle. Alors, les équipages canadiens se sont vraiment illustrés dans cette bataille, d'après Fabrice Morsley de la réserve navale. La Marine royale canadienne a escorté près de 26 000 bateaux marchands qui ont acheminé 165 millions de tonnes de denrées et de matériel indispensable aux Alliés outre-mer. Elle a participé à la destruction d'une 50aine de sous-marins ennemis. Alors, si au début de la guerre, le Canada ne pouvait compter que sur 3500 marins réguliers ou de réserve et 6 contre-torpilleurs,
À la fin du conflit, la marine canadienne aura des effectifs de 95 000 personnes et sa flotte comprend quelques 270 navires d'escorte océanique. Elle est passée au 3e rang dans le monde après la marine des États-Unis, qui vient de dépasser la première marine jusqu'alors, celle de la Grande-Bretagne qui devient celle du 2e rang. 14 de ces navires ont été perdus au combat et 8 dans des accidents ou collisions en mer pour la marine canadienne. Enfin, 2000 membres de la marine royale canadienne ont trouvé la mort au combat, surtout dans l'Atlantique, alors que plus de 1200 des 12 000 marins de la marine marchande ont connu le même sort. Et d'un autre point de vue, mes chers amis, j'ai eu l'occasion de l'écrire dans l'histoire de la radio, on comprendra pourquoi il y a eu cette première loi de la censure destinée à la radio. C'était justement pour ne pas envoyer des codes météo à ces sous-marins allemands qui flirtaient le long de nos côtes. Alors, je dis pour cette émission et cette recherche un gros merci à André Kirouac, directeur du musée naval, pour son alimentation à ma documentation. Et voilà, mes chers amis, mission accomplie, c'est le cas de dire. Et encore une fois, vous avez vu que l'apport de la marine canadienne était fort important et la bataille nazie dans le Saint-Laurent n'a pas tellement été évoquée lorsqu'on fait la grande histoire de la Deuxième Guerre mondiale.